Alexis Ferrard, donc de Arvalis. Je travaille sur une station expérimentale dans l'ouest de la France, donc la Jaillère, à la limite entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Donc c'est une station expérimentale laitière sur laquelle on peut mener des expérimentations. On a un troupeau de 120 vaches et c'est une des expérimentations dont je vais vous parler là, donc de la partie résultat. Pourquoi? Parce que cette expérimentation, on a étudié la luzerne ensilée et la luzerne déshydratée avec un focus expérimental, puisque vous allez voir que ce sont des régimes alimentaires que l'on peut se permettre de tester en station, mais que, attention, on ne préconise pas à l'utilisation auprès des éleveurs. Bien entendu, nous, ça nous sert à acquérir de l'information pour pouvoir affiner derrière les conseils techniques derrière, et éviter aux éleveurs de faire les erreurs que nous, on peut à la rigueur se permettre de faire. Voilà. Alors pourquoi on a mené une expérimentation autour de la luzerne ensilée et déshydratée qu'on a associée à du maïs épi? C'est parce qu'on est parti de constat il y a un peu plus de 2 ans. Déjà, donc, on arrivait en fait en fin d'expérimentation sur des expés qui concernaient la luzerne ensilée et enrubanée dans des rations base maïs fourrage mais plante entière. Et puis on voyait certaines limites. Donc on s'est dit pourquoi ne pas passer directement à la partie la plus riche du maïs, donc qui est le maïs épi, qu'on continuerait d'intégrer avec de la luzerne pour aller encore plus loin vers l'autonomie protéique. Donc ça, c'était le premier constat. Donc c'était la problématique autonomie protéique. Et puis le deuxième, évidemment, ça commence à émerger à ce moment-là, c'était les attentes de certains consommateurs, de certaines catégories de consommateurs qui se développent de plus en plus là, qui sont de plus en plus attentifs à la qualité produit, et notamment les filières non OGM typiquement. Donc c'était très très précurseur à ce moment-là, et pour le coup en 2017 il y a eu énormément de développement de filières qui se sont structurées. Vous en connaissez sûrement des sans OGM, donc toutes les laiteries qui sont là ou les coopératives se sont lancées en 2017 avec des filières et derrière des prix aussi qui étaient proposés pour valoriser un peu le lait produit sans OGM. L'autre intérêt aussi, on va le voir, donc c'est toute la partie qualité nutritionnelle du lait avec les oméga 3. Pour l'instant, il y a très peu de rémunération. Il n'y a personne qui va proposer de rémunération en fonction de la partie fourragère utilisée. Il y a une catégorie bien spécifique, c'est la filière bleu blanc cœur avec l'utilisation de certaines matières premières. Mais pour l'instant, la luzerne, et notamment sous forme fourrage, est très peu identifiée à ce niveau-là, même si, on l'a vu dans l'enquête tout à l'heure, ça pouvait pourquoi pas ressortir, quoi. Donc on s'est permis dans notre étude d'aller jusqu'à la qualité nutritionnelle du lait aussi. Voilà la base de l'expé. Donc c'était nos 2 anciennes expérimentations d'il y a 3 et 4 ans qui concernaient le maïs fourrage plante entière plus de la luzerne ensilée ou enrubanée. On voyait que passer 3-4 kg de matière sèche pour une vache laitière, et bien après on avait des performances laitières qui diminuaient. Donc pour aller plus loin, et bien on a pris le maïs épi de la luzerne. J'ai mis un tout petit tourteau parce que vous allez voir que les rations sont quasiment sans tourteau, donc les tourteaux de colza ou soja achetés. Et sur le papier, c'est vrai que ces 2 aliments-là, maïs épi et luzerne, sont 2 aliments qui se complètent parfaitement bien, l'un étant très riche en protéines, l'autre très riche en énergie. Donc normalement le casse-croûte pour nos vaches laitières. Alors évidemment, quand on parle de luzerne, pour les vaches laitières, on est sur une station expé, on va essayer de viser un niveau de performance quand même assez élevé. Eh bien, il faut forcément des fourrages d'excellente qualité, surtout quand on se base essentiellement sur des fourrages pour produire le lait. Donc la luzerne qui a été ensilée, là, donc un silo de 45 tonnes, était une luzerne de très bonne qualité, donc avec 22% de MAT. Alors on pourrait rentrer dans les valeurs protéiques pour les vaches, qui sont les PDI. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, on retient que c'est une luzerne récoltée à un stade très précoce. De très bonne qualité de conservation aussi. Le maïs épi, lui, était aussi récolté à côté, donc sur la station, avec une ensileuse avec un bec cueilleur. C'est un mode de récolte qui se développe pas mal dans l'ouest de la France et dans l'est, là où il y a des vaches laitières ou des jeunes bovins à l'engraissement notamment, parce qu'on va récolter un aliment qui est catégorisé fourrage, même si c'est un peu particulier, il est très très riche, qui convient parfaitement à l'alimentation des animaux au niveau de production, quoi. Et donc en termes de stade de teneur en matière sèche, ça fait quelque chose d'assez sec par rapport à une plante entière où on est plutôt à 32 de matière sèche. C'est aussi un fourrage qui va s'ensiler dans un silo couloir. Vous avez ici donc, le fourrage qui est en train d'être ensilé, en train d'être tassé pour être conservé pendant 2 mois minimum avant l'utilisation.
C'est un fourrage très très riche en amidon, vous voyez 60% d'amidon, donc c'est quand même un fourrage que je qualifierais de concentré pour ma part, même si l'INRA le catégorise en fourrage. Et donc ces deux aliments principaux ont été mis dans la ration des vaches laitières, donc on a constitué 3 rations différentes pour nos vaches laitières. Vous avez ici des photos de la station. Alors la mise en place de l'essai, on prépare des régimes alimentaires qu'on va mettre en comparaison. Ces régimes alimentaires, alors on ne va pas s'attacher dans le détail. L'idée c'est que vous avez un que je vais appeler le témoin 20 luz, ça veut dire 20% de luzerne ensilée déjà à la base, donc du maïs fourrage, de l'ensilage de luzerne et ensuite des concentrés énergétiques et azote. Vous voyez qu'il y a une part de tourteau de colza qui est nécessaire pour équilibrer notre régime alimentaire. Ça, c'est déjà un régime alimentaire qui fonctionne très très bien chez nous sur la station depuis de longues années. On a ensuite nos 2 lots qui sont en essai, donc un lot avec du maïs épi et de la luzerne ensilée. Donc maïs épi en large proportion, luzerne ensilée quasiment dans la même proportion que le maïs épi, et un petit peu de concentré derrière. On a maintenu un tout petit peu de tourteau de colza ici, alors que ici on s'est permis d'aller chercher un autre régime alimentaire en intégrant de la luzerne déshydratée. En fait, on a remplacé la moitié de la luzerne ensilée par de la luzerne déshydratée. Et l'intérêt de la luzerne déshydratée, c'est que ce n'est pas le même mode de conservation, évidemment, vous le savez. C'est la voie sèche, et la voie sèche préserve la protéine. Donc c'est-à-dire qu'à même teneur en MAT, une luzerne qui est à 20% de MAT, moi je vais préférer une voie sèche, donc le type foin ou le type luzerne désy, parce que la protéine, elle est plus, on va l'appeler tannée, protégée, et elle va être mieux valorisée par l'animal. Comme elle est mieux valorisée par l'animal, on a pu supprimer la partie tourteau de colza qui était nécessaire encore dans l'autre régime alimentaire. Voilà. Donc c'est bien des régimes, attention je les qualifie d'extrémistes, hein, c'est pour aller tester ce que ça donne dans les frontières. Alors pour les connaisseurs, du coup on est dans des conditions expérimentales, donc on va se placer sur des points de comparaison entre régimes alimentaires. Et là on est sur des régimes un peu particuliers, où on a fixé la teneur en amidon dans une borne très très proche, entre 21 et 22 d'amidon entre les régimes alimentaires, pour ne pas avoir ce facteur de variation là à étudier aussi. Et puis une fibrosité de ration sur le critère cellulose brute, le CB, qui était aussi identique. Vous voyez que la teneur en MAT par contre évolue aussi, parce que dès lors qu'on a la luzerne ensilée, toute la MAT n'est pas aussi bien valorisée que si elle était sous forme sèche. Alors la qualité nutritive des aliments, elle se mesure pour la partie énergie en UF, pour la partie protéine en PDI. Donc là, je vous ai remis les valeurs, non pas PDI pour la protéine, mais MAT que vous avez souvent l'habitude de manipuler. Je vous dis, il y a une petite nuance entre les deux, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'on retient, c'est que la luzerne ensilée et la luzerne désy qu'on a utilisées, en fait, elles avaient elles étaient récoltées au même stade de récolte. C'est plus ça qu'il faut aller regarder. On a mis donc du maïs plante entière et du maïs épi dans nos rations. Vous voyez que la partie énergie, donc les 0,93 UFL du maïs plante entière, là on est monté à 1,08 avec le maïs épi, c'est ce qui était recherché. La partie mesure concernait tout ce que les vaches mangeaient et donc qualification des aliments évidemment, la quantité des aliments consommés. Et puis, on a mesuré toute la production permise, aussi bien sur la qualité du lait, quantité du lait, et puis les aspects de digestion, qualité de la digestion des animaux. Donc pour ça, nos vaches, on les avait réparties dans les 3 lots dont je vous ai parlé tout de suite. C'était des vaches en milieu de lactation, voilà, sur la phase descendante de lactation. Et je vais vous montrer les résultats. Donc ils vont être tous présentés de la même manière. La première colonne, le témoin, et ensuite on va retrouver nos 2 lots en essai avec le maïs épi et luzerne. Pour la partie ingestion, déjà, il faut voir qu'on était sur une énorme quantité de luzerne à faire ingérer aux animaux. Ça c'est souvent un frein pour les éleveurs en disant de toute façon il y a trop de fourrage type herbe, les vaches ne vont jamais manger. Et en fait, vous voyez que là, dès lors que les fourrages sont d'excellente qualité, les ingestions sont aussi maintenues très élevées. Alors les ingestions c'est une chose, mais il faut aussi que les vaches répondent en termes de production laitière. Et les vaches, qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Vous voyez le niveau de production laitière en kilos donc de lait par jour, c'est maintenu. Il n'y a pas eu d'effet ni à la hausse ni à la baisse, quel que soit le régime alimentaire.
Par contre, sur la qualité du lait, on a quelques petits points d'attention, donc autant sur la partie taux butyreux, donc c'est la partie matière grasse du lait, qui a eu tendance à diminuer de manière significative, notamment pour le lot avec maïs épi, luzerne ensilée, luzerne daisy. Donc pour une raison inexpliquée, hein, j'arrive pas à l'expliquer, j'ai demandé aussi à l'INRA, des spécialistes du rumen, ils ne savent pas. Donc ça, malheureusement, c'est la science, il faudrait pouvoir répéter l'essai pour vérifier qu'on retrouve bien ça. Le taux protéique, donc c'est la partie protéique du lait, là on a eu aussi une petite baisse d'observer pour ces lots-là. Ce tableau-là, j'ai juste la première ligne à commenter, c'est la partie urée. C'est en gros la quantité d'azote qu'on va retrouver dans le lait. Si on retrouve de l'azote dans le lait, ça veut dire que l'animal finalement ne l'a pas bien utilisé, l'azote qu'elle a ingéré. Donc c'est une sorte de perte si on veut. Et donc plus le chiffre est élevé, moins c'est intéressant. Et vous voyez que le maïs épi plus la luzerne ensilée, on s'attendait à avoir beaucoup d'azote soluble, parce que c'est de l'ensilage de luzerne. C'est effectivement le cas, puisqu'on a retrouvé un genre de gaspillage supérieur à ce qui a été constaté sur les deux autres lots. Donc aussi bien le lot par rapport au lot témoin, maïs plus un autre tourteau, ça c'est une ration bien connue, mais la luzerne daisy a bien permis de mieux valoriser l'azote qui a été ingéré. Donc c'est le point positif qu'on souhaitait vérifier avec cette mesure-là. Et si on s'intéresse maintenant à la qualité du lait produit, et la qualité uniquement sur la partie matière grasse, ce qui nous concerne, ça va être donc la composition fine du lait qui a été étudiée en chromatographie, donc c'est la méthode de référence analytique. On ne va pas tout détailler non plus, ce qu'on retient c'est surtout les lignes qu'il y a ici en vert, qui sont les plus parlantes, la teneur en acides gras de type oméga 3. Plus cette teneur est élevée, plus le profil nutritionnel est intéressant pour le consommateur. Et vous voyez que là, on a plus que doublé la teneur en oméga 3 lorsqu'on passait d'un régime témoin qui contenait déjà de la luzerne. Celui-ci, hein, je réinsiste, il contenait déjà de la luzerne et là, on en a rajouté mais énormément. Et si on la rajoute sous forme protégée, la protéine, eh bien on voit qu'il y a un effet plutôt positif sur cette teneur en oméga 3. Si on regarde juste le C18.3, c'est un des oméga 3 aussi intéressants, eh bien c'est la même tendance qui est observée. Et nutritionnellement, les gens s'attachent à un autre rapport, qui est le rapport oméga 6 sur oméga 3, voilà, avec des critères, enfin c'est assez normé, et puis on voit partout le seuil de 5. Eh bien, en fait, plus le niveau est bas, plus c'est intéressant, et vous voyez que la luzerne daisy ou la luzerne ensilée vont aller faire diminuer ce rapport, donc aller plutôt dans le sens positif. Alors, j'ai juste 2-3 diapositives qui concernent maintenant l'autonomie protéique, ou l'autonomie en concentré, qui est la première étape, à supposer que la luzerne, la luzerne daisy soit dans la partie fourrage, ce que moi je soutiens, et puis la partie maïs épi aussi. Vous voyez que pour produire 1000 litres de lait, à 4% de matière grasse, donc c'est standardisé au niveau de la qualité, eh bien il va nous falloir 300 kg de concentré sur notre régime témoin avec 20% de luzerne. Là, ces deux régimes-là étaient de facto basés sur des fourrages, donc forcément on réduit, et on est arrivé à une centaine de kilos de concentré. Bon, après, ce n'est pas les mêmes concentrés aussi, on peut avoir des concentrés très chers. Mais en tout cas, ça c'est un point important, les éleveurs y sont attentifs. Et si je parle uniquement de la partie colza, donc là vous avez ici 143 kg nécessaires pour faire 1000 litres de lait sur ce régime-là. Un régime tout maïs, pour info, c'est 210 kg de tourteau nécessaires en colza pour faire 1000 litres de lait. Donc là, vous voyez déjà, il y a une très belle diminution dès qu'on met un peu de luzerne. Et si on en met beaucoup, vous voyez ici, ces régimes-là, on arrive quasiment jusqu'à zéro. Forcément, on les a constitués pour. Mais en tout cas, on a produit le lait aussi. Les vaches auraient pu décrocher en lait. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, si je dois donner un bilan de manière générale, donc premier fourrage très utilisé et qui va très bien en combinaison de la luzerne, c'est le fourrage qui est très riche en énergie, le maïs épi. Le maïs épi, moi je retiens franchement que c'est pas, il y a beau être catégorisé dans les fourrages, c'est plutôt un concentré, de par ses qualités nutritionnelles et puis son risque aussi potentiel à l'utilisation. Donc il faut vraiment prendre des précautions importantes. Donc son association avec un autre fourrage fibreux, la luzerne convient parfaitement. C'est un très bon compromis, cet aliment-là, entre les pratiques de récolte, de conservation, ça se conserve très bien, le rendement en tonnes de matière sèche, 55% de la matière sèche plante entière, donc c'est pas inintéressant.
Et puis le niveau de valorisation, on est sûr de pouvoir bien l'utiliser. Donc c'est un très bon aliment de base. Alors quand je mets des rations basées sur l'herbe, c'est tout ce qui va être vert. Et puis la luzerne, si on retient la partie forme de luzerne, la luzerne conservée sous forme humide, en fait, on va avoir de toute façon par la phase d'ensilage une solubilisation de l'azote. Donc qui dit solubilisation de l'azote dit moindre performance d'utilisation de cet azote-là par nos ruminants. C'est bien par les ruminants ici. Hein. Tout à l'heure on a vu les produits, là l'idée c'était au contraire d'aller solubiliser l'azote de la protéine. Donc du coup, ça c'est important. Donc ça fait beaucoup de PDI-N pour ceux qui calculent les valeurs alimentaires de luzerne. Beaucoup de PDI-N, mais par contre, pas beaucoup de PDI-E. Et malheureusement, les PDI-E, eh bien, c'est le facteur qui est très souvent limitant lorsqu'on constitue des rations de vaches laitières. La luzerne déshydratée, elle, par contre, elle a un meilleur rapport PDI-N, PDI-E. Donc en termes de valeur protéique, c'est plus intéressant. Et ça s'est vu dans notre essai, notamment avec l'urée du lait qui avait diminué, quoi. Là, l'information aussi qu'on doit retenir, c'est que lorsqu'on va associer la luzerne ensilée et ou de la luzerne dési plus un autre aliment qui va être très très riche en énergie, eh bien, on va pouvoir maintenir des niveaux de production laitière qui vont être tout aussi bien qu'un régime témoin maïs, quoi. Alors ça, c'est plutôt intéressant, d'autant plus qu'on va avoir des effets bénéfiques sur la qualité du lait. Tout l'enjeu désormais, ça va être les aspects coûts. Là, je vous ai présenté un essai avec des fourrages de très bonne qualité, donc il faut aller les chercher, aller ensiler, pour distribuer 10 kg de matière sèche d'ensilage de luzerne, forcément, il faut des surfaces très importantes. Donc des fois, s'il n'y a qu'une tonne à aller chercher, on n'est pas très motivé pour faire un ensilage là-dessus. Donc la complémentarité des modes de récolte est sûrement une carte à jouer derrière tout ça, quoi.